J'ai dit: «J'ai pas de monnaie», mais il dit: «Tu pas Wave?» Il te le dit Ah tout de ah, suite, en fait. «Est-ce que t'as voilà. pas Wave? T'as pas Orange? Paye-moi comme ça» et tu as vraiment ça, mais vraiment le voit, c'est rentré dans la vie des gens pour payer les factures. Je prends toujours le cas de Dakar, mais par exemple, les gens, ils ont des compteurs prépayés maintenant d'électricité et ils peuvent recharger Mmh. directement. Tu vas au supermarché, mais vraiment, ça s'est démocratisé et il y a énormément d'usages en fait. Donc, clairement, l'inclusion financière, elle est en marche via le mobile money. Bonjour et bienvenue sur Africa Tech Rising, votre podcast de référence pour un aperçu exclusif de l'écosystème technologique en Afrique francophone. Hello, bonjour Natacha, merci d'être là aujourd'hui avec moi sur Africa Tech Rising, le podcast. Comment vas-tu? Bonjour Mélissa, je vais bien. Merci à toi de m'avoir invitée. J'ai hâte de commencer la conversation. Alors, peux-tu te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours? Dis-nous tout. OK, donc je suis Natacha Dzimban, je suis une woman in tech, d'origine togolaise. Je suis ingénieure informatique de formation. J'ai d'abord débuté comme consultante et on va dire mon domaine d'activité aujourd'hui, c'est sur tous les sujets autour de la transformation digitale, de la définition des stratégies, tech et de leur implémentation. Ça va tourner autour, de l'ingénierie, logicielle, de l'infrastructure, la sécurité, la data, tous les sujets de gouvernance et d'organisation. Voilà, c'est un peu de ce que je fais. J'ai commencé dans ma carrière, j'ai travaillé dans différentes industries, notamment, l'énergie et les secteurs publics et depuis, quelques années maintenant, j'interviens au niveau des fintech. J'ai d'ailleurs été CTO d'une fintech pendant 4 ans. Et en dehors de tout ce qui concerne la tech pure, je travaille également, avec un think tank qui s'appelle l'Observatoire de la FinTech. J'y suis vice-présidente et globalement, ce qu'on fait, c'est vraiment de la veille sectorielle, l'analyse de tout ce qui est, FinTech. D'abord en France et en Europe et puis depuis quelque temps, on fait des focus également sur d'autres géographies comme, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique. Waouh, c'est très, très impressionnant. Donc, Woman in Tech et en plus sur le côté vraiment technique. Donc, Oui. d'autant plus impressionnant. Alors aujourd'hui, on va parler de FinTech et de mobile money. Est-ce que tu pourrais un petit peu redéfinir ces termes pour nous et nous expliquer comment ils sont liés? OK. Bah, déjà, fintech, le mot le dit en lui-même, on a finance et tech, donc la technologie au service de la finance et globalement, c'est une industrie qui va recouvrir tous les services financiers, qui peuvent être, améliorés ou disruptés par la technologie. Donc ça peut aller, du paiement au financement participatif, ça peut être, l'assurance, tout ce qui va être middle back office, ça va être, les cryptoactifs. Ça va être la réglementation, de l'antifraude. Donc vraiment, c'est très, très large. C'est vraiment tout ce qu'on fait en service financier, tout ce qui va permettre d'aider, aux services financiers qui va être où la technologie, en fait, va permettre des nouveaux usages ou améliorer des choses, notamment avec de l'automatisation. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment une industrie qui est globale. On a des fintech, dans le monde entier. Et en Afrique, en fait, on peut pas dissocier, les fintech de l'essor du mobile money. Et en fait, en Afrique, ça commence en 2007, au Kenya. L'opérateur télécom Safaricom se rend compte que les gens, en fait, il y a une fonctionnalité de partage de crédit téléphonique. Et en fait, les gens utilisent ça pour, se transférer de l'argent et donc ça sert de moyen de paiement. Et il se dit: «Ah bah, il y a un filon à exploiter» et donc il rebrande ça et ça devient M-Pesa. Donc M comme mobile et Pesa qui veut dire argent en swahili. Et donc c'est comme ça que si on doit dater la naissance du mobile money, c'est comme ça que ça commence et en fait ça s'étend au monde entier et aujourd'hui, la moitié des comptes mobile money sont en Afrique. Donc c'est vraiment, Waouh. quelque chose qui est ancré, en Afrique. Surtout parce qu'en fait, on est sur un continent où la majorité des gens, en fait, sont pas bancarisés et finalement, le mobile money permet à ces populations-là qui sont un peu laissées pour compte de pouvoir, intégrer, un système financier, en fait. Donc en fait, aujourd'hui, donc on a un boom au niveau mondial de la fintech et en Afrique, en fait, ça c'est quasiment indissociable, de l'essor du mobile money.
Donc en soi, est-ce qu'en Afrique, les termes mobile money et fintech sont interchangeables ou il y a quand même une distinction entre les 2, mais ils sont pas dissociables? Bah, il y a quand même une distinction parce que, finalement, la fintech, c'est toute une industrie. Comme je dis, c'est vraiment tous les services financiers, qui peuvent être améliorés, par la technologie ou plutôt la technologie qui améliore les services financiers dans un sens comme dans l'autre. Et donc, au niveau mondial, la plupart par exemple en Europe aujourd'hui, la plupart des fintech qu'on va avoir, c'est basé sur le système bancaire. Donc nos cartes de paiement, nos comptes bancaires et cetera. En Afrique, donc on va avoir des fintech, la majorité, mais c'est encore une fois, ce n'est pas le cas dans tous les pays. Mais dans les pays où, le mobile money, connaît un essor important, en fait, la plupart des fintech vont se baser sur de mobile money pour adresser les besoins des gens. Parce que finalement, si la majorité de la population, n'est pas bancarisée, bah, les services financiers qu'on va leur proposer ne seront pas, basés sur le système bancaire, mais plutôt sur le mobile money. OK, ça a du sens. Merci d'avoir, clarifié ces termes. Je pense que c'est assez important, même si, je suis sûre dans notre audience, il y aura plein de personnes qui sont déjà familiers avec ces termes, mais c'est important de les reclarifier. J'aimerais rentrer dans le vif du sujet maintenant. Donc comme tu le disais, tu es spécialisée maintenant, dans la fintech depuis, plusieurs années et tu as aussi été CTO, d'une entreprise, fintech mobile money. Quel est Est-ce que tu peux nous donner un aperçu? Quel est l'état actuel de la fintech aujourd'hui en Afrique? OK, bah, déjà, comme on dit, l'Afrique, c'est grand, hein, je ne C'est t'apprends grand, rien. c'est On un est à continent. 54 pays, chacun avec ses spécificités. Par contre, ce qu'on peut, retenir, c'est que comme je disais, beaucoup de gens en Afrique sont pas bancarisés. Donc la fintech, ça va être essentiellement, à destination, en tout cas dans des écosystèmes où ce sera essentiellement autour du mobile money. Ce qui va driver le marché aujourd'hui, comme je disais, les fintech, en fait, c'est vraiment tous les services financiers et aujourd'hui, on est à un stade de marché d'équipement en Afrique. On est encore en train de construire tout l'écosystème et donc ce qui va, marcher dans les différents domaines de la fintech, c'est le paiement et le transfert d'argent. Parce que finalement, les gens, ce dont ils ont besoin, c'est de pouvoir recevoir de l'argent, déposer de l'argent sur leur mobile money, transférer de l'argent, faire des paiements. Donc ça, on va dire en termes de fonctionnalité, c'est un peu ce qu'on retrouve. Après, on va avoir, par exemple 9 des fintech qui sont il y a 9 de part de marché pour l'assurance, donc il y a énormément d'autres choses à faire, mais aujourd'hui, c'est essentiellement concentré sur le paiement et les transferts d'argent. Après, quand on regarde, en termes de géographie, comme un peu partout, en fait, il y a des pays qui vont vraiment être les fers de lance. Et d'autres qui vont être un peu plus, pas à la traîne, mais qui suivent, qui font également de leur mieux. Donc on a ce qu'on appelle les Big 4, donc c'est Nigeria, Afrique du Sud, Kenya, Égypte. C'est vraiment les plus gros pays, en termes de fintech et même dans l'écosystème, tech d'une manière générale. Ce sont les pays qui vont concentrer le plus d'investissements, où on va voir, les licornes, les sociétés qui sont valorisées à plus d'1 milliard de dollars, elles sont dans ces pays-là. Donc on peut citer Flutterwave, InterSwitch, Cheaper, ou Faori en Égypte. Donc on a tous ces pays-là et depuis quelque temps, il y en a d'autres maintenant qui rattrapent leur retard, qui se développent. Donc on a des écosystèmes assez dynamiques au Ghana. L'Afrique francophone n'est pas en reste, en fait, parce qu'on a, bah, la Côte d'Ivoire, on a le Sénégal qui historiquement, voilà, ont un écosystème, start-up très actif et on a aussi des pays, comme le Cameroun, la RDC qui ont eu quand même des quelques pépites qui ont réussi à lever de l'argent et sans oublier également le Maghreb. Et encore une fois, c'est pas exactement pareil parce qu'au Maghreb, c'est pas forcément du mobile money comme les autres, mais heu, on va dire porté par toute cette vague-là, il y a, pas mal d'innovations, au niveau des services financiers. OK, super. Et quels sont, les principaux acteurs à l'heure actuelle? Donc tout à l'heure, tu nous disais donc M-Pesa, c'est un petit peu la naissance du mobile money en Afrique. Mais après M-Pesa, est-ce qu'il y a d'autres compagnies qui sont arrivées à la hauteur de M-Pesa ou c'est toujours, le dominant sur le marché? Quels sont les acteurs, à l'heure actuelle? En fait, aujourd'hui, on va dire si on part déjà si on parle du mobile money, donc la base du mobile money, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui émette de la monnaie électronique.
historiquement, c'est dominé par les telcos, les opérateurs télécoms, puisque Safaricom est un opérateur télécom. Donc aujourd'hui, ça va être Safaricom, MTN, qui a quand même une couverture, pays très large, heu, Orange et après d'autres opérateurs télécoms au niveau, des pays. Après, il va y avoir des pure players qui ne font que du mobile money, mais qui sont pas des opérateurs télécoms et donc, en Afrique de l'Ouest, on a Wave, par exemple, qui a démarré au Mmh. Sénégal et qui, on va dire, mène la vie dure aux opérateurs télécoms historiques qui sont là, notamment au Sénégal et en Côte d'Ivoire et après on a des acteurs, par exemple, comme, Wizall, au Sénégal et en Côte d'Ivoire également. Donc voilà, on va avoir essentiellement cela sur la partie, émetteur de monnaie, électronique. Après, dans les opérateurs de paiement, on va dire paiement et transfert, hein, on va avoir, tout à l'heure je parlais de Flutterwave, il y a OPay, il y a Zippay, on a Touch, Paydoonia, on a, j'essaie de me rappeler encore parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Après sur le Mmh. transfert également, on va avoir, des opérateurs comme Cheaper, ça s'appelait Cheaper Cash avant. On a aussi TapTapSend qui, fait un gros coup. Là, on les voit beaucoup sur les réseaux, ils font pas mal d'opérations, donc ils s'étendent pas mal. Donc voilà, on va dire sur tout ce qui est paiement, transfert d'argent et l'infrastructure, au niveau des opérateurs telco, c'est ceux-là qu'on peut citer. Ce sont les noms qui reviennent le plus. Après, il y a d'autres plus petits en fonction des géographies, mais c'est vraiment ceux qui commencent à avoir, en tout cas ceux qui ont une traction, on va dire, régionale. D'accord. Alors, j'aurais une question, je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre, mais je serais intéressée de savoir, en fait, donc tous ces acteurs, que tu viens de citer, en fait, quelle est la technologie derrière sur lequel est basée leur, plateforme? De manière simple, de manière, vulgarisée, si c'est possible pour toi de nous expliquer cela. On va dire, déjà, si tu veux, c'est pas de la crypto, c'est pas de la blockchain, Mmh. c'est vraiment du basique. En fait, on va avoir, une infrastructure on va dire que, basiquement, ça va reproduire un peu ce que les banques font. Donc D'accord, on a un compte mobile money qui est rattaché le plus souvent au numéro de téléphone de la personne et en fait, de la même manière, la banque, elle a son core système qui lui permet de reconnaître, d'identifier, son client, de faire passer les transactions. Pareil avec les, comment est-ce qu'on appelle ça? Les opérateurs de cartes. En mmh, fait, c'est quelque chose de similaire que tu vas avoir au niveau d'une heu, banque. de des opérateurs télécoms. D'abord, ils vont avoir leur infrastructure de cette manière et ensuite on va avoir, des gens qui sont comme qu'on appelle des agrégateurs, comme Touch par exemple ou Paydoonia qui vont permettre en fait de faire ces échanges-là. Donc basiquement, bon, même si ça va pas forcément parler beaucoup aux gens, ben, il y a beaucoup d'API. Il va y avoir des systèmes d'API qui vont permettre en fait à ces différents systèmes-là de communiquer entre eux, pouvoir faire des paiements et ainsi. D'accord, merci. Donc je pense que ce serait intéressant maintenant d'aborder le sujet de l'inclusion financière. Ça paraît, flagrant, ça paraît logique, mais, concrètement, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur, la croissance et l'impact, en fait, du mobile money et au fur et à mesure, de la fintech sur l'inclusion financière, réellement, de manière concrète? OK. Déjà l'inclusion financière, si on veut revenir à la définition, c'est lorsqu'en fait on a des personnes et des entreprises, qui, ont accès à des services et des produits financiers, qui leur sont utiles et qui sont abordables. C'est la définition de la Banque mondiale, hein, je la cite un peu de mémoire. Et donc, on est sur un continent, sur une géographie où beaucoup de gens n'ont pas accès aux comptes bancaires, donc sont un peu laissés pour compte de l'industrie, des services financiers classiques. Et depuis plusieurs années maintenant, on constate le boom du mobile money. Donc si tu vas en Afrique, tu verras que tu as beaucoup de gens qui ont au moins un téléphone portable, parfois 2. Et aujourd'hui, clairement, hein, on va voir que le mobile money, en fait, a permis de combler un peu en fait, l'écart qu'il y avait entre ceux qui pouvaient payer autrement que par le cash et les autres. Pour prendre des exemples très concrets, tu vas aujourd'hui, à Dakar, à Abidjan, tu prends ton taxi. Si le taxi par exemple, tu veux payer en cash et qu'il n'a pas de monnaie, bah, tu lui demandes s'il a,
Orange, MTN, Wave, Momo, MTN, Momo ou Wave, tu lui fais le transfert et et ça lui permet d'être payé. Un truc tout je te raconte un peu ma vie. Ma mère est là actuellement, il y a eu un décès au Togo, donc il faut cotiser. Bah, de Paris, avec son téléphone, elle transfère de l'argent, en fait, pour que les gens puissent recevoir l'argent et c'est sa participation et on a beaucoup de cas comme ça, en fait, qui montrent, que les gens adoptent de plus en plus ces moyens de paiement. Donc ça leur permet de faire du paiement de personne à personne. Aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que encore la majorité des transferts qui vont se faire sur du mobile money, c'est des paiements de personne à personne. Mais avec le développement des fintech, en fait, les transactions, B2C seront de plus en plus, importantes. On voit également les banques commencent à voir aussi l'intérêt, de ces solutions-là et on commence à voir des synergies qui naissent notamment, avec des grandes banques comme Ecobank qui font des challenges pour voir en fait comment elles peuvent, capitaliser sur ce boom des fintech. Récemment, il y a, MTN qui a signé un partenariat avec Mastercard pour que les gens qui ont une carte, qui ont un compte, mobile money MTN puissent en fait transférer et utiliser, des cartes de paiement. Donc en fait, il y a énormément de choses qui se passent et de plus en plus de gens en fait adoptent ce moyen de paiement. On passe directement au paiement sur mobile au lieu de passer par la carte puisqu'on n'a pas fait pas de de compte bancaire. OK. Donc ça, c'est l'exemple concret. La prochaine fois donc que je prends, un taxi, à Dakar, si j'ai pas de monnaie, je l'ai dit, je t'envoie ça par le Mais même telco, lui par te le le téléphone. propose en fait. Quand D'accord. il commence à chercher, il dit: «J'ai pas de monnaie», mais il dit: «Tu as pas Wave?» Il te le dit Ah tout de ah, suite en fait. «Est-ce que tu as voilà. pas Wave? Tu as pas Orange? Paye-moi comme ça» et tu as vraiment ça. Mais vraiment, on le voit, c'est rentré dans la vie des gens pour payer les factures. Je prends toujours le cas de Dakar, mais par exemple, les gens, ils ont des compteurs prépayés maintenant d'électricité et ils peuvent recharger Mmh. directement. Tu vas au supermarché, mais vraiment, ça s'est démocratisé et il y a énormément d'usages, en fait. Donc clairement, l'inclusion financière, elle est en marche, via le mobile money. Et merci d'avoir partagé ça, avec nous. Et donc du coup, qu'est-ce que tu en penses des les défis à l'heure actuelle, les challenges vraiment, à l'heure actuelle en ce qui concerne l'inclusion financière, mais aussi le développement, des startups, que ce soit, bon, mobile money, mais aussi fintech? Est-ce que c'est une question de taille de marché? Est-ce que c'est une question de réglementation? Quel type, ou d'adoption? Quel type de challenge et de défis en fait, les startups font face? On va mettre de côté, on va dire, les défis qui tournent autour du produit. Parce que bon, si OK. on fait un produit, qui n'est pas, qui ne correspond pas au marché, on ne trouvera jamais d'audience, en fait, et on se développera pas. Donc ça, c'est pas vraiment ça c'est pas sur ce sujet-là que je vais m'attarder. On a d'abord des problèmes structurels et quand je dis structurels, c'est vraiment des choses assez basiques. Il y a des problèmes d'infrastructure, on va pas se mentir. Les infrastructures internet, elles sont pas encore, toujours au niveau du reste du monde. Récemment, il y a quelques semaines, là, il y a eu une coupure de câble qui a fait que plusieurs pays, en fait, ont eu d'énormes difficultés de connexion. Donc déjà, si on règle pas ça, on peut avoir, les meilleures, fintech, les meilleures startups du monde, elles ne pourront jamais se développer, en fait. Donc il y a ce premier sujet, il y a le sujet également de l'énergie. Heu, on a encore de nombreux pays où, les fameux délestages, en fait, sont toujours, d'actualité. Quand on doit intégrer dans son coût de financement, le fait de payer du carburant pour, avoir le groupe électrogène. Voilà, ça vraiment ces problèmes structurels-là qui peuvent déjà, hem, freiner le développement des entreprises. On peut également citer, pour certains pays, l'instabilité politique qui peut faire que le climat des affaires n'est pas vraiment serein et après ça maintenant, on peut parler,
de la difficulté d'accès au capital. Même si ça commence à se résorber, il y a quand même des fonds qui commencent à lever en destination de l'Afrique. Récemment, Partech qui a levé son plus gros tour de table. Il y a Ring Africa également maintenant qui est créé pour l'Afrique. Il y a des initiatives comme le M Studio à Abidjan, il y a des incubateurs, voilà. Il y a énormément de choses qui se passent, mais n'empêche que voilà, l'accès au capital, l'argent, ça reste quand même le nerf de la guerre et c'est pas toujours évident. On va également avoir, l'accès à des gens qui sont suffisamment formés. Il y a des gens qui sont formés et moi je suis, déjà moi je suis un produit, des écoles africaines. J'ai étudié, au Sénégal. Il y a des gens qui le sont, mais c'est pas encore suffisant, en fait. C'est pas encore suffisant et aujourd'hui, en fait, la technologie avance tellement vite que même en Europe, en fait, sur certaines, technologies, i on manque de personnes, on manque des gens dans la cybersécurité. Depuis quelque temps, on parle, d'intelligence artificielle donc voilà, autant de compétences que déjà dans le reste du monde, on n'arrive pas, à trouver et c'est encore plus le cas, en fait, en Afrique. Et quand on a parlé de tout ça, bah, il reste aussi le cadre réglementaire parce que, bah, on a 54 pays, on a chaque pays Ouais. beaucoup de pays, en fait, qui ont des réglementations différentes. Il y a pas de cadre réglementaire unifié, ou alors des cadres réglementaires qui sont datés. Il y a des initiatives, notamment au niveau de l'UEMOA, de la BCAO, de la CEMAC. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, il y a également un cadre qui va être défini pour l'interopérabilité par, l'Union africaine. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais après, encore une fois, on est dans un environnement qui va très vite et souvent ça va pas et parfois ça va pas suffisamment vite, en fait, pour les acteurs du marché. Donc voilà globalement, ce qui peut empêcher, freiner en fait, ça peut être les défis que peuvent rencontrer les startups en Afrique. Je dis startup, pas que fintech, hein, mais vraiment les startups, En général. d'une manière générale. Mais après voilà, il y a une volonté qui est là, il y a des initiatives qui sont mises en place. D'ailleurs, je voulais je reviens juste sur le sujet de l'éducation. Heu, je vois il y a pas mal d'États en fait qui commencent à voir l'importance en fait d'investir sur ça. Par exemple, moi ce que je regarde, ré ces derniers temps, c'est le Bénin. Ils ont fait un OK. partenariat avec une école qui s'appelle Epitech et il y a quand même on sent voilà qu'il y a une volonté, de l'État de développer, ces choses-là et en fait, ma conviction profonde, c'est que sur tous ces éléments structurels dont on a parlé, que ce soit, les infrastructures, donc l'accès à la data, l'électricité, que ce soit le financement, que ce soit l'éducation et la réglementation. Si les pouvoirs publics ne sont pas impliqués et qu'il y a pas une réelle, vision de leur côté, les les entrepreneurs auront beau rivaliser d'idées, d'ingéniosité, à un moment donné, il manquera quelque chose vraiment pour passer à la vitesse supérieure. D'accord. Ça rejoint, ma question sur, justement la réglementation, le soutien des gouvernements. Donc selon toi, c'est vraiment, voilà, essentiel, peu importe, l'ingéniosité des entrepreneurs, peu importe, le la pool de talents, si le gouvernement ne soutient pas son peuple, si les réglementations ne sont pas adaptées, on ne pourra pas s'en sortir. Oui, si on prend par exemple le cas de l'Europe, il y a des réglementations, par exemple la DSP2, la directive, pour les services de paiement, si je ne me trompe pas, qui notamment a imposé un cadre réglementaire pour l'open banking. De dire: «OK, bah, les banques, il faut que vous ouvriez vos systèmes et voilà comment ça va se faire. Il faut qu'il y ait des API et ainsi de suite» et en fait, ça a été décidé au niveau européen et c'est ça qui a permis derrière le développement de certaines, grandes entreprises, certaines, oui, grandes, boîtes dont on entend parler aujourd'hui, notamment banking, par exemple, qui permet d'agréger les différents comptes bancaires. C'est aussi cette réglementation qui a imposé, l'authentification multifacteur, par exemple, pour avoir l'accès aux comptes, bancaires. Et donc, ces choses-là permettent le développement. Elles font pas tout, hein, mais ça permet le développement et puis ça permet une uniformisation parce que finalement,
si chaque pays européen faisait un peu ce qu'il voulait, bah, pour un entrepreneur européen qui a envie qui avait pour ambition de s'étendre à l'Europe entière, bah, à chaque fois, en fait, pour chaque pays, il faut adapter il faut s'adapter à la réglementation. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que une réglementation, en fait, peut avoir un impact technique. Dans certains pays, on va vous dire, je dis un peu n'importe quoi, supposons que je doive intervenir dans 3 pays différents et que chacun des pays me demande que les données soient stockées forcément localement. Donc ça veut dire que mes coûts d'infrastructure, de data center, de stockage, d'électricité, toi, je les multiplie par 3 en fait, et aussi la complexité en termes de sécurité, de protection. Si je ne peux pas, si je peux pas envoyer de l'argent directement, vers un compte bancaire, encore une fois, je dis n'importe quoi, hein, si c'est pas réglementé de la même manière d'un pays à l'autre, en fait, ça fait des complexités à la fois sur le plan, commercial en termes de contrat, ça fait des complexités sur le plan technique et puis aussi, ce qu'on oublie également sur tout ce qui va être fiscalité. Donc en fait, OK. on démultiplie les problèmes et quelle que soit la bonne volonté des gens, hem, beaucoup vont se décourager et ceux qui vont rester sur le marché, bah, ils vont mettre énormément de temps, en fait, et donc cette inclusion financière qu'on cherche à obtenir, elle mettra beaucoup plus de temps, à devenir une réalité. Donc je suppose, voilà, que ça revient, à la taille de marché. S'il n'y a pas d'union et d'unification entre, au moins des groupes de pays, hein, ça a pas besoin d'être l'Afrique entière, mais des groupes Voilà, de au moins pays pour régional. atteindre, voilà, pour atteindre une taille de marché déjà suffisante pour qu'une start-up ou plusieurs start-up puissent déployer leurs produits et recevoir des fonds, mais aussi pour simplifier, comme tu disais, tout ce qui est coût, fiscalité, complexité, de déploiement du produit. Parce qu'au final, ça vaut pas tant le coup que ça de développer juste dans un petit pays un produit, quoi. Oui, parce qu'encore une fois, tout dépend de la taille de marché, hein, de qui est-ce qu'on veut Mmh. adresser et tout. Mais, si on prend une start-up qui se créerait, je sais pas, au Bénin ou au Togo. On est quand même sur des petits marchés et je pense que beaucoup de ces fintech-là, assez rapidement, auraient pour objectif de s'étendre ne serait-ce que sur, l'UEMOA, ou l'Afrique de l'Ouest d'une manière générale. Des startups comme celle du Nigeria, peut-être elles ont peut-être moins ce besoin et encore, on voit malgré tout par exemple Flutterwave, Elo, c'est au Nigeria, mais en dehors de son développement dans l'Afrique anglophone, ils ont commencé à regarder un peu, sur l'Afrique francophone et donc oui, au bout d'un moment, si on veut vraiment, créer des licornes, des grosses entreprises, africaines à succès, bah, la plupart, elles vont pas se développer que sur un marché. D'accord. Et maintenant donc, en termes d'opportunités au final, quelles sont les opportunités selon toi pour, les startups fintech, bon voilà, ou mobile money, sur le marché africain par rapport à d'autres régions, par exemple? On peut dire par rapport à l'Europe, en fait, les opportunités sur le continent africain, c'est ça? Ou, qu'est-ce que tu en penses toi? Bah, en fait, comme je disais, on est sur déjà un stade de marché, on est encore au niveau de l'équipement. Si on regarde sur les services financiers, la première brique sur laquelle on est en Afrique et sur laquelle on est en train de travailler, c'est vraiment le paiement. Une fois que les gens peuvent payer et se faire payer, bah, après on peut développer toute, la panoplie des services financiers, donc de l'assurance, de l'investissement, heu tout ce qui va être sur les finances personnelles, des néobanques. On peut faire énormément de choses, mais on est encore au tout début et moi, j'ai envie de dire que quand on est sur une géographie où tout, ou sinon beaucoup, est à construire, en fait, le champ des possibles est énorme. Par contre, il faut pas forcément se dire: «On fait copier-coller de ce qui existe, en Europe, aux États-Unis, ou en Asie, et on vient le calquer directement, le dupliquer en Afrique». Parce que ça ne marchera pas et ça ne marche en général pas souvent parce qu'il y a ce qu'on appelle le product market.
Donc ça veut dire que le produit doit rencontrer son marché et pour que le produit rencontre son marché, ça veut dire qu'il a été conçu de manière à répondre à des besoins, spécifiques. Donc il faut, pour les entrepreneurs, en fait, c'est de regarder, très sou et je pense que pour beaucoup de gens en Afrique, en fait, c'est de regarder qui leur manque ou là où ils se disent: «Ah j'aurais aimé avoir telle solution» et très souvent quand vous notez que, bah, il vous manque ça et que vous auriez aimé l'avoir, en fait, vous n'êtes pas le seul. En faisant une étude de marché, on va se rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont les mêmes problématiques et qui aimeraient avoir un produit qui réponde à ce besoin-là et à partir de là, je pense il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Tout est à créer à condition de vraiment répondre, aux besoins du marché, quoi. Voilà, parce qu'on peut Et tout est-ce créer, mais si personne ne l'utilise, bon, ça sert à rien, en fait. ça sert à rien. Et est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur, donc l'Afrique francophone? Donc on voit que l'Afrique anglophone jusqu'ici a mené un petit peu, à l'idée quoi, si on veut. Mmh. Mais l'Afrique, francophone est restée un petit peu, en arrière, mais maintenant elle ne se laisse plus faire, hein, de ce qu'on peut voir un petit peu sur les études et les derniers rapports, qui sont Mmh. sortis et on a une Afrique francophone qui, commence à voilà, être en ébullition et à rayonner. Est-ce que tu voudrais partager un petit mot, voilà, sur, l'Afrique francophone? Oui, en fait, pendant longtemps et même moi quand à l'époque où, dans mon ancienne boîte, on avait fait des levées de fonds, en fait, les gens qui nous écoutaient, sur l'Europe, c'est parce qu'ils avaient entendu parler de certains avaient entendu parler du Nigeria, de Flutterwave et tout ça et ils se disaient: «Ah, ça peut être intéressant de les écouter». Mais encore sur la à cette époque, encore sur l'Afrique francophone, il y avait pas beaucoup de choses qui se passaient, mais ça a commencé à bouger. Donc depuis maintenant, on va dire 2 ans, 2-3 ans, il y a quand même un focus. Il y a pas mal de boîtes qui ont levé. On a Wave, qui a levé, je me rappelle plus le montant, mais un assez gros montant, et c'est le plus gros montant jamais levé, au Sénégal. Au En Côte d'Ivoire, on a Jamo qui a levé de l'argent. On a Ijara au Cameroun qui a levé 8 millions. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui se passent et comme je te disais tout à l'heure, bah, Ring Africa le fonds qui est créé par, Ring Capital à destination de l'Afrique et qui est en partenariat avec M Studio à Abidjan, qui ont vraiment pour le but, voilà, de révéler les talents et de créer des startups qui vont avoir de l'impact et de les financer, en fait. Donc quand on regarde même les chiffres, l'Afrique de l'Ouest, en fait, l'Afrique francophone vient, après les Big Four, vient après en termes d'investissement, sur le continent. Donc il y a des choses qui se font en tout cas côté fintech, je pense que ce n'est que le début. Après ces derniers temps, il y a un ralentissement un peu au niveau des investissements, mais ça, ce n'est pas propre à l'Afrique ou à l'Afrique francophone. C'est vraiment ça s'inscrit dans une, dynamique globale. Il y a un peu d'attentisme, un peu de la part des investisseurs, mais ça devrait reprendre et quand ça va reprendre, l'Afrique francophone, elle est bien positionnée parce qu'il y a énormément de choses qui se passent, sur le terrain. OK. Alors pour, gentiment terminer cet épisode, je souhaiterais, te poser 2 Déjà? questions. Déjà, mais si tu as plus à dire et partager, c'est avec, grand plaisir. La première question donc, c'est vraiment, selon toi donc, avec, ta boule de cristal on va dire, comment tu vois le développement, l'impact du développement fintech, dans les prochaines années, voilà sur, dans le cadre socio-économique en Afrique? Ouais, merci. Ce que tu veux savoir, c'est d'abord, est-ce que les fintechs vont continuer à avoir un impact sur l'inclusion financière? Et deuxièmement, peut-être de quelle manière? Voilà, dans les prochaines années, selon toi, voilà, ça Mmh. n'engage, que toi. Ça n'engage que moi. Après, bon, oui, ça n'engage que moi, mais je pense que c'est un avis qui va être quand même assez partagé par, ceux qui observent, le marché. Oui et ça va continuer à avoir un impact sur, l'inclusion financière parce que clairement aujourd'hui,
il y a de plus en plus de solutions qui sont, mises à disposition et qui permettent à des gens, en fait, qui étaient un peu les laissés pour compte du système bancaire ou du système financier traditionnel. Ça leur permet, en fait, de pouvoir être inclus dans un environnement où ils peuvent recevoir de l'argent, ils peuvent envoyer de l'argent, ils peuvent payer, ils peuvent bénéficier de différents services. Hem, il y a des solutions qui permettent, à des agriculteurs d'être assurés. Il y a des solutions qui permettent à des coopératives agricoles, en fait, d'obtenir des prêts pour acheter des intrants, pour acheter du matériel agricole. On a, j'aime beaucoup cette start-up-là, cette fintech qui s'appelle, Soussou, qui va permettre à des gens qui sont de la diaspora, d'envoyer de l'argent, de payer directement des frais de santé, des médicaments à leurs, parents qui sont, restés en Afrique. Et donc il y a énormément de choses, en fait, qui sont déjà faites et avec une population qui est jeune, technophile, bah, l'adoption, en fait, de tous ces produits, ne va faire que croître. Et donc clairement, en termes d'inclusion financière, que ce soit au niveau des populations ou au niveau des entreprises, elle ne va faire que croître. Ça, c'est sûr. Et là où, ça peut être également bien, on va dire, pour les États, c'est que plus les transactions vont être digitalisées et moins on aura des risques de fraude, en fait. Ce sera aussi plus simple pour les États. Ça représente également une manière pour eux de récupérer des recettes supplémentaires. OK. Et on voit par exemple, eh bien, en Europe, aux US, le marché de la fintech est déjà, assez mature. Maintenant, en ce qui concerne, le continent africain, comment est-ce que tu vois ces technologies évoluer? Donc comme tu disais tout à l'heure, hein, tout est à créer, tout est à faire. Mais comment est-ce que tu vois l'évolution, peut-être de ton expérience, de ton point de vue d'experte, en ce qui concerne le mobile money et la fintech dans les prochaines années? Quelles est selon toi, les évolutions que cela va prendre? Les évolutions en termes de technologie ou en termes Voilà, en on va termes dire, de de sphère technologie. sociale? Ouais. Je pense que déjà, comme je l'ai dit, on a on a le paiement dans les services financiers et il y a plein d'autres, domaines, en fait, qui sont aujourd'hui à peine effleurés, par, les fintechs en Afrique. Donc ça va être de l'assurance, ça va être, tout ce qui va être, middle et back office à destination des acteurs financiers. Ça va être les néobanques, le financement participatif, la regtech, tout ce qui va être, même la reconnaissance faciale pour, les services bancaires, la cybersécurité. Il y a énormément de choses, en fait, qui se développent en Europe, mais en Occident, mais qui vont devoir se développer également en Afrique avec, l'accroissement du marché et des usages. Je pense que voilà, en termes de diversification du type de fintech, on sera obligé d'aller vers là. On aura peut-être aussi des consolidations parce que sur le paiement, dans certains pays, on a peut-être un peu trop d'acteurs et certains naturellement, vont peut-être mourir et il y aura des consolidations. Il y en aura qui vont asseoir leur position peut-être dominante, sur le marché. Après en termes de technologie, encore une fois, pour moi, le frein que je vois, c'est le frein, des infrastructures. Mais l'Afrique ne se va pas rester en marge du monde. Aujourd'hui, on parle de crypto, de blockchain et quand on regarde, en fait, les chiffres, les Africains sont très friands, de ces technologies-là pour plusieurs raisons, notamment la défiance, par rapport au système bancaire traditionnel. Donc je pense que dans les prochaines années, on verra se développer également, des fintechs autour de ces sujets-là. Donc la blockchain, de la crypto, donc tout ce qui est finances décentralisées. Heu, l'IA également, parce que l'un des gros sujets, dans le monde de l'IA, c'est également le fait que des biais qu'il y a dans les algorithmes et ces biais-là naissent, du fait que quand c'est une population homogène qui crée ces algorithmes, forcément, il y a moins de diversité et donc ça peut être intéressant. Il y a des initiatives en Afrique et par des Africains, pas forcément en Afrique, mais de la diaspora. Il y a des Mmh. initiatives, pour permettre en fait d'enrichir, l'IA avec des points de vue différents. Et donc oui, oui, les technologies
on va pas rester, en marge de ce qui se fait, mais ce sera à notre rythme et il faudra l'adapter à nos réalités. Je suis assez d'accord avec toi, sur ce que tu disais donc dans l'évolution, au niveau technologique. Je pense que, bah, comme on le voit, hein, dans les études, qui sortent, la blockchain, la crypto, c'est extrêmement populaire, en Afrique et bien plus utilisé que dans d'autres régions du monde et je Mmh. pense aussi que le futur, au final, ce sera une combinaison. Ça qui est excitant et intéressant avec le marché africain, c'est que comme tout est à construire, on peut prendre le meilleur de tout ce qui a déjà été construit et donc c'est ça qui est intéressant parce que je pense qu'on pourra prendre le meilleur de la fintech et laisser les inconvénients de côté, et prendre le meilleur de la crypto et laisser les inconvénients de côté et construire des produits très complets, très, nouveau monde quoi si tu veux parce que, à la fois on a besoin de réglementation, c'est très important, mais on n'a pas besoin d'intrusion par exemple, dans tout ce qui est, privacy, espace privé donc ça c'est intéressant avec la crypto. Et donc je pense que ça va être vraiment très, très, très intéressant sur le marché africain parce qu'on va pouvoir avoir ces derniers produits, ces produits dernier cri, qui vont être à la fois adaptés pour le marché, mais qui vont être aussi super novateurs et qu'on n'aura peut-être pas, par exemple, en Europe ou aux US. Tu Oui, penses quoi? et ce qu'il y a, c'est que comme on n'a pas forcément l'historique d'utilisation du système traditionnel, qu'on a en Occident, bah, les gens, ils partent un peu, pas vraiment, mais presque d'une page blanche et donc ils peuvent, on peut être plus créatif, en fait. Exactement. On peut faire preuve de plus de créativité, et africaniser en fait, les choses et bon, quand je dis africaniser, encore une fois, on a plusieurs pays et des cultures, des réalités différentes, mais vraiment, c'est de prendre les choses et de se les approprier et il y a clairement moyen de le faire, mais encore une fois, moi, je sais que je suis dans la tech, la fintech, je fais la promotion de tout ça, mais je dis que tout ça ne se fera aussi que quand ne sera possible aussi que lorsqu'on aura vraiment résolu les problèmes structurels basiques. L'accès à la data, l'énergie, je sais qu'on en c'est pas forcément le discours qu'on va entendre le plus. Moi, je suis très optimiste, hein, mais il faut pas qu'on oublie, ça et la Les fondations. réglementation, les fondations également, effectivement. Si les fondations sont pas là et ne sont pas solides, on ne pourra pas aller très loin, en fait, malgré toute la bonne volonté, l'imagination, la créativité des gens. C'est exactement ça. Donc en gros, si on voudrait faire un petit récapitulatif, vulgarisé, en Afrique, les fondations, restent à construire. Il y a déjà un début de construction, mais on doit continuer de construire des fondations et construire des fondations solides, fortes, pour ensuite, pouvoir appliquer toute cette créativité, regarder ce qui a déjà été fait sur des marchés, se les approprier, les adapter au marché africain et ce qui a vraiment, de génial, c'est que comme tu disais, comme en Afrique, en fait, on commence d'une page blanche et qu'on n'a pas l'historique par exemple, de structures, comme on le voit en Europe, de structures bancaires très lourdes et compliquées, extrêmement complexes. En Afrique, on pourra directement construire, des structures, beaucoup plus, simples, seamless, où les choses vont vite, se font, de manière naturelle et seront peut-être même beaucoup plus avancées, que ce qu'on voit en Europe, ou aux US. Oui, oui. Tu vois? Et un dernier point, tu vois? Aujourd'hui, pour payer avec le portable, il y a encore beaucoup de gens en Europe qui ne font pas confiance à ça. Alors qu'en Afrique, aujourd'hui, tu dis à quelqu'un: «Ah bah, je t'envoie de l'argent, sur le mobile money, machin». C'est normal, Naturel. en fait. C'est Mmh. naturel et ce fameux leapfrog qu'on a fait, on est passé directement à une autre technologie et comme on n'avait pas l'historique, bah, on n'a pas d'habitude à désapprendre, en fait. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus excitant au final et de se dire que, OK, l'Afrique a été, comment dire? Left behind, tout ce temps, mais non seulement elle va pas juste prendre sa revanche, mais peut-être devancer les continents les plus développés grâce aux technologies et grâce à des entrepreneurs, voilà, remarquables et ingénieux. Et bien sûr, comme tu le disais au début de cette interview, on a besoin de gouvernement, on a besoin du soutien du gouvernement, de réglementation. On a vraiment besoin d'une équipe solide sur le terrain, sur tous les fronts. Mmh, exactement.
exactement. C'est tout un écosystème, en fait, qui est à construire et à consolider et ça ne va pas se faire qu'avec les entrepreneurs, mais vraiment avec tout le monde. Y compris les investisseurs également? Ah, Oui, bah, l'argent, d'accord, c'est le nerf de la guerre, hein. exactement. Alors, est-ce que tu voudrais dire, un petit mot de la fin, que ce soit pour l'audience, mais aussi, je sais pas, pour t'adresser à des investisseurs, à des entrepreneurs, à des acteurs, ou un message qui te tient à cœur de partager? Déjà, je voulais te remercier, Mélissa, de m'avoir, reçue. C'est mon tout premier podcast, donc j'espère, avoir réussi à partager, mes idées de manière intelligible, et je souhaite longue vie à ton podcast. C'est une très belle initiative et j'espère qu'elle va perdurer. Et mon message, bah, c'est à tous les acteurs de l'écosystème de leur dire, bah, de ceux qui sont là, qui, travaillent, d'arrache-pied, bah, de ne pas baisser les bras, que ce qui se passe depuis quelques années en Afrique, c'est vraiment, c'est extraordinaire, c'est beau à voir et que, j'espère vraiment que ça va aboutir à quelque chose de grand et de beau, et que cette fameuse inclusion financière qu'on appelle tous de nos vœux, qu'elle devienne une réalité, en fait. Oh, bah, là, tu as touché nos cœurs à tous, je pense. Eh bien, merci Natacha, c'était vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Je te souhaite beaucoup de réussite dans tes projets et j'espère que ce n'est pas la dernière fois qu'on sera en contact et qu'on pourra, continuer d'échanger et de parler, de discuter de tout ça. Bah, avec plaisir, je reviens quand tu veux. Merci Natacha. Merci Mélissa. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à ma chaîne et partagez-le avec vos collègues, vos amis. À bientôt sur Africa Tech Rising.